Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est David Hervé Boutin, le cofondateur de Magintar. Il place l'art au cœur de la ville, propose d'exposer des œuvres en grand format sur des immeubles d'habitation lors de leur ravalement. On va voir sa dernière production juste après ces titres. Dans notre débat tout à l'heure, on se demandera comment recycler les masques anti-Covid avec une opération qui est menée par l'entreprise Plaxtil. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Bisque. Bisque, c'est un distributeur alimentaire anti-gaspi pour la restauration collective. De l'art engagé, du recyclage, de l'alimentaire. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour David Hervé Boutin, heureux de vous accueillir. Vous êtes passionné d'art, spécialiste des politiques culturelles, curateur, producteur de nombreuses expositions et donc directeur général de Magintar. C'est quoi Magintar ? Alors Magintar, c'est une nouvelle société qu'on vient de lancer, qui est une nouvelle offre au sein du groupe Pigment et qui vise à proposer de l'art dans la ville. Proposer de l'art dans la ville avec un modèle pérenne qui permet de faire dialoguer des artistes, des marques et des copropriétaires. Vous parlez souvent d'ailleurs de modèles gagnant-gagnant-gagnant, on verra pourquoi, mais j'aime bien l'expression. Vous en avez marre de ces pubs gigantesques là, qu'on voit sur les façades en cours de ravalement dans les cœurs de ville. Ça a été un peu le déclencheur, le déclic. Je crois, comme beaucoup de citoyens. Comme beaucoup de citoyens, j'ai la chance de me promener sur les quais de Seine et étant très proche, par exemple, de l'école des Beaux-Arts des Paris, je me disais, mais comment se fait-il qu'on puisse mettre des canettes d'un grand soda sur des grands bâtiments de la rive droite et de l'autre côté avoir rive gauche des producteurs de talent dont on ne connaît pas le travail. Et je me dis ce serait tellement plus intéressant plutôt que de mettre des publicités, de mettre des œuvres d'art. Alors, donc, il y a qui dans un projet ? On parlera tout à l'heure de votre dernière réalisation qui est à la Caisse des Dépôts, le bâtiment de la Caisse des Dépôts. On est vraiment au cœur de Paris avec une œuvre qui a été commandée pour l'occasion. Mais le modèle de base, imaginons un immeuble, des copropriétaires, un syndic. Ils doivent ravaler leur immeuble. Qu'est-ce que vous leur proposez en fait ? Alors, vous avez 2 types de bâtiments à Paris. C'est dû à un règlement, évidemment. Vous avez les bâtiments classés monuments historiques et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont classés monuments historiques peuvent, et c'est bien normal, puisque c'est des suggestions très coûteuses, faire appel à de la publicité pour les aider à rénover. Et c'est le cas du Louvre. Et dès que vous voyez une publicité, ça aide en général un bâtiment classé. Et tous les Parisiens, mais pareil en région, voient des grandes publicités. Ça sert à financer des bâtiments classés du monument historique. Mais ce ne sont que 1 ou 2% du bâtiment parisien. Le reste, ce sont des copropriétés ou des immeubles qui appartiennent à des foncières, qui ne sont pas classés monuments historiques et qui ont une obligation décennale de ravalement. Et ces copropriétés, au moment où elles reçoivent une injonction de ravaler, ne peuvent pas être aidées. Nous, Magintar, on propose une solution à ces propriétaires ou copropriétaires en leur disant plutôt que de mettre de la bâche blanche qui va laisser passer la poussière, qui va être très inesthétique, on vous propose, pendant la durée de vos travaux, d'héberger un artiste et une œuvre d'art. Pourquoi c'est gagnant-gagnant-gagnant ? Alors c'est gagnant-gagnant-gagnant, puisqu'effectivement les copros ou les propriétaires fonciers qui ne pouvaient pas bénéficier d'argent vont en avoir. Et donc on va accélérer la rénovation du bâti parisien de ce fait. Paris est une ville-musée, comme on le dit. On a décidé de complètement jouer la carte et justement de mettre des œuvres d'art à l'extérieur même des musées pour en faire profiter un maximum. Donc je dirais que les citoyens sont aussi gagnants de cette proposition. Mais comme on a à chaque fois des partenaires qui vont soutenir l'artiste et l'œuvre, les marques sont très très gagnantes. Parce que quand vous devez mettre une publicité, vous payez 100% du ravalement. Nous, quand on a un bâtiment qui n'est pas classé, on propose d'aider au ravalement sur les montants de 10%, 10-20%. Et donc, pour la marque, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace, puisqu'on a beaucoup plus d'empathie générée par la population, beaucoup plus de réseaux sociaux. Donc, c'est gagnant pour les artistes également, puisqu'ils sont davantage connus. Évidemment, ils ont un site d'exposition magnifique. Pour bien comprendre la marque, parce que ça va être un partenaire, une marque qui va financer effectivement l'œuvre et qui va donc financer une partie des travaux, elle est présente où la marque ? Elle reste présente quand même un peu sur cette grande bâche ? Alors tout à fait, on a un pourcentage effectivement de la bâche qui est destiné
destiné à ce que la marque puisse prendre la parole. D'accord. Et donc, vous avez la marque de votre entreprise qui figure sur cette toile et qui dit, voilà, telle marque soutient tel artiste. Et nous, le travail de Magenta, ça va être au-delà de sourcer des endroits extrêmement premium, qui ne sont donc pas classés monuments historiques, et qui vont être extrêmement visibles pour la marque qui va s'associer à notre projet. Notre travail, ça va être d'écouter la marque, de savoir ce qu'elle veut dire, quels sont ses engagements, quelle est sa plateforme de marque, quel est le message qu'elle souhaite délivrer dans la ville. Et par rapport à ce message, nous, on va matcher avec un artiste. On a plus de 350 artistes qui sont sous contrat ou sous négociation avec nous, et on va les faire dialoguer ensemble. C'est-à-dire que une collaboration artistique que vous avez pour d'autres produits, là, c'est la marque qui va, par notre entremise, dialoguer avec un artiste et promouvoir une œuvre dans l'espace urbain qui va être en résonance avec ce que veut dire la marque. C'est pour ça que je parlais d'un modèle pérenne tout à l'heure, c'est qu'il ne s'agit pas de demander de l'argent public, ni même de faire payer les artistes. L'idée, c'est que ce soit un gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour la marque, plus grande visibilité. Gagnant pour l'artiste, plus grande visibilité. Et gagnant pour la copro, qui va effectivement récupérer un peu d'argent. Et financer une partie de ses travaux. Alors, il y a un autre cas de figure, et c'est votre dernière production. On en a vu quelques images, on va les revoir. Donc, c'est cette œuvre, cette toile qui est gigantesque. Je crois que ça fait 500 mètres carrés. C'est l'immeuble de la Caisse des Dépôts. Ça s'appelle La Source. L'artiste, c'est Alexandre Lenoir. Alors, c'est une œuvre de commande, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Puis ensuite, on racontera l'engagement et le message que la Caisse des Dépôts fait passer. Alors cette œuvre qui a été effectivement réalisée par un jeune artiste qui s'appelle Alexandre Lenoir, qui a 27 ans, figurez-vous. 27 ans, c'est formidable de pouvoir promouvoir face au Louvre, à côté du musée d'Orsay, un artiste qui a 27 ans, qui est représenté par la galerie Almine Reich, et qui a, pendant cette période de confinement, comme beaucoup d'artistes, été amené à se repositionner, à réfléchir sur son parcours, sur ses origines, et il en est revenu à découvrir un souvenir de son enfance, puisqu'il est, sa maman est guadeloupéenne, et donc il a beaucoup vécu, on le voit sur l'œuvre, effectivement, dans un univers très luxuriant, et cette source, en fait, a été, je dirais, la source, mais c'est un peu secret, mais la source de la rencontre de ses parents, et quelque part, la source également de sa vie, puisqu'il en est né, et cette œuvre a été aussi, comme vous le disiez, une rencontre, c'est-à-dire c'est la source d'une rencontre entre la Caisse des Dépôts et Alexandre Lenoir. C'est un dialogue qui s'est entamé entre eux, que nous avons initié. La Caisse des Dépôts, au moment de sa rénovation, souhaitait prendre la parole dans la ville. Ça, c'est un second cas de figure. Je parlais tout à l'heure des copropriétés privées qui peuvent faire appel à nous. On leur donne de l'argent, mais parfois, quand vous êtes propriétaire d'un bâtiment, vous êtes une foncière, vous ne souhaitez pas forcément mettre de la publicité parce que vous préférez qu'on parle de vous plutôt que de parler de quelqu'un d'autre, eh bien vous nous appelez et on trouve effectivement un plan de communication pour faire valoir les engagements en l'occurrence de la Caisse des Dépôts. Et là justement, la Caisse des Dépôts, elle associe ça à un hashtag, c'est le hashtag Vert Demain. Parce que la Caisse des Dépôts, c'est un levier de la transition écologique, il faut le rappeler. Alors voilà, c'est un des acteurs principaux. Vous savez que la Caisse des Dépôts est propriétaire de la Poste, mais aussi de la BPI, enfin de beaucoup d'institutions. Elle irrigue l'économie par de l'argent public et elle a un très fort engagement sur le plan environnemental puisqu'elle a décidé de mettre 40 milliards d'euros sur ce plan de relance visant à lutter contre les dérèglements et le réchauffement climatique. Donc c'est ce message-là qu'elle souhaitait faire passer en travaillant, en collaborant et en passant une commande à Alexandre Lenoir. C'est donc un échange qui a eu lieu. Et cette source est une source un peu aussi de vie et d'oxygène dans ce pari. Et c'était aussi un clin d'œil à la renaissance tant attendue des musées qui font face à la Caisse des Dépôts. Et la Caisse des Dépôts, comme vous le savez, s'inscrit dans cette scène culturelle qui va de l'Institut du monde arabe jusqu'au Quai Branly. Et donc elle souhaitait prendre la parole au sein de ces institutions culturelles pour quelque part apporter aussi son petit grain de verdure, si on peut dire. Et Vert Demain, c'est leur hashtag. C'est le hashtag de la Caisse qui vise à promouvoir toutes les actions qu'ils mènent sur ce sujet de l'écologie et de la lutte en faveur... On en avait parlé d'ailleurs avec la Caisse des Dépôts ici même dans cette émission. Il nous reste un peu plus d'une minute 30 pour parler d'une autre exposition qui va ouvrir là à la Monnaie de Paris, Artistes à la Une. Là aussi, vous en êtes le producteur, le curateur. C'est quoi l'idée ?
Alors, j'ai déjà beaucoup de chance. Merci à la Monnaie de Paris et à tous mes partenaires de soutenir cette 3e édition d'Artistes à la Une. L'idée, c'était de proposer à une trentaine d'artistes de mettre en avant une femme iconique et inspirante dont on souhaite qu'elle fasse le monde d'après. Voilà, ce sont des femmes qui ont toutes de grandes actions, de grandes ambitions. Et donc, vous retrouverez les portraits de Kamala Harris, mais aussi de prix Nobel de la paix, mais aussi d'artistes. Tous ces portraits sont à retrouver à la Monnaie de Paris, donc à partir de vendredi 4 juin. C'est gratuit, donc venez tous très nombreux et vous découvrirez plein de super artistes et des femmes qui donneront envie de changer le monde. Et toutes ces œuvres seront vendues aux enchères par Arcurial le 30 juin au profit de causes soutenues par ces femmes. Des super causes. Voilà, donc je dirais encore un modèle gagnant-gagnant, si je puis dire. Oui, et on est en plein dans ce qui nous anime ici, c'est-à-dire la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Là, on est dans le sociétal, évidemment. Merci beaucoup, David Hervé Boutin. Bon vent à Magenta. Voilà, on passe à notre débat tout de suite. Le recyclage des masques anti-Covid. Il y en a beaucoup. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment recycler les masques anti-Covid? C'est le débat de notre émission aujourd'hui avec Olivier Civil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Plaquesteel et Dimitri Carbonel, un habitué de l'émission. Bonjour Dimitri, heureux de vous retrouver. Toujours fondateur de Livosphère. C'est quoi Livosphère en quelques mots? C'est vraiment l'innovation durable, vraiment au service des entreprises. L'innovation durable au service des entreprises. Et puis Olivier Civil, on va dire un mot, parce qu'on va beaucoup parler des masques, mais le Plaquesteel, c'est quoi ce matériau? Alors, Plaquesteel a été créé à la base pour faire du recyclage de déchets textiles. Oui. Donc, on a créé un nouveau matériau, un polymère hybride, dans lequel, en fait, on incorpore jusqu'à 50% de déchets textiles. Ok, et ça peut être ensuite réutilisé comme n'importe quelle fibre, quoi. Exactement. Alors, nous, on utilise vraiment en injection plastique. Oui. Donc, on fait des objets avec, Oui. et en particulier des objets qui reviennent dans l'industrie textile, comme des cintres. Eh ben voilà, on est dans l'économie circulaire. Alors, vous proposez de recycler les masques de protection anti-Covid. C'est une initiative que vous avez lancée dans la région de Châtellerault, je crois, il y a un peu plus d'un an, si je me souviens bien. Vous en êtes où aujourd'hui? Exactement. Alors, on a notre usine à Châtellerault, donc l'usine Plaquesteel est à Châtellerault. Et quand on a vu arriver les masques, c'était vraiment le cri du cœur. Il y a un an, on s'est dit il faut absolument qu'on adapte notre processus pour faire du recyclage de masques. Et donc, on a lancé ça en juin 2020, effectivement. Et derrière, donc, on a commencé à avoir beaucoup de retours positifs, vraiment des demandes d'autres communes, de grandes entreprises pour faire également du recyclage de masques. Donc, on a mis quelques mois à s'adapter parce qu'il a fallu un peu industriellement adapter l'outil. Oui. Et à partir de novembre, on a commencé à démultiplier. Et aujourd'hui, on a une 50aine de territoires dans lesquels on fait du recyclage de masques. Donc, c'est principalement des villes, des départements, des agglomérations. Et le dernier qu'on vient de lancer, c'est la semaine dernière, c'est Paris. D'accord. Ça, dans les 20 arrondissements de Paris. Donc c'est devenu effectivement une industrialisation d'une bonne idée locale. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, oula, on est un peu dépassé, on ne peut pas aller au-delà de Châtellerault, c'est ça? Oui, à l'origine, Plaquesteel, on l'a déjà prévu pour être une industrie au volume, parce que là, on n'est vraiment pas pour faire du témoignage, on est là pour recycler des déchets textiles, donc c'est vraiment, il y a du volume à faire. Par contre, ça a gagné en temps, c'est-à-dire que ce qu'on avait prévu de faire en 2 ans, il a fallu qu'on le fasse en 6 mois, et donc on s'est adapté, et puis on s'est vite mis à la page. Alors Dimitri Carbonel, avant de parler du recyclage, il y a peut-être la question de la quantité de masques à recycler. Est-ce qu'il y a des solutions pour un peu, je ne sais pas, freiner la consommation, en tout cas réduire la quantité des masques à recycler? Alors évidemment, à un moment ou à un autre, il faut espérer qu'on réduise la quantité de masques. Ça se fera naturellement. Mais c'est compliqué de réduire pour des raisons environnementales. Je pense qu'il y a vraiment 2 moyens de pouvoir le réduire. Le premier, c'est le rendre réutilisable, évidemment en faisant attention sur la partie sanitaire. Ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe, c'est sans doute peut-être de le rendre compostable. L'idée, alors je ne sais pas si c'est possible sur le plan technique, mais c'est qu'au moins, lorsque par exemple il y a un masque qui tombe par terre, au pire, il n'a aucun impact sur le plan naturel, sur l'environnement, et 2, qu'il puisse se composter dans un temps assez court dans les environs. Je pense que c'est les 2 solutions, parce que ce qu'il y a, c'est que sinon, on retrouve le circuit habituel que l'on a. Donc ça, vous vous projetez, ce ne sont pas des solutions qui existent forcément, mais vous vous dites, voilà 2 pistes qui seraient intéressantes à creuser. Sur la partie réutilisable, ça existe déjà. Je pense que
et à mon avis, il faut mettre beaucoup plus justement l'accent là-dessus, en confortant les personnes. Après, bien sûr, il faut vérifier que les impacts sanitaires et favoriser ça plutôt que les masques à usage unique. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué de faire des masques à usage unique compostables que les réutilisables. Alors, avec les masques qu'on utilise souvent aujourd'hui, c'est-à-dire ces masques chirurgicaux, bleus, ceux qu'on voit vraiment partout, comment on les recycle ? C'est quoi la techno pour recycler ces masques ? Est-ce que c'est si compliqué que ça ? Alors, oui et non. En fait, aujourd'hui, un masque chirurgical est composé à plus de 90% de polypropylène. Donc, il y a 3 couches de polypropylène, dont une filtrante au milieu, avec des grades assez spécifiques qui font que ça filtre. Donc, si on ne parle que du polypropylène, c'est simple à recycler. Par contre, il y a d'autres choses. Il y a les élastiques, il y a des fils, où là, on est plus sur du polypropylène. Polyéthylène, de l'élastane, d'autres matières. Et c'est ça, en fait, qui devient compliqué à recycler parce qu'on ne pourra jamais faire une matière vierge, en fait, avec ces masques-là. Et on est obligé de faire une matière hybride, ce qu'on fait nous. Et donc... Parce que quand vous les récupérez, vous faites quoi avec ? Vous les broyez ? Exactement. Alors nous, bon, ils suivent tout un processus. Donc on passe toujours tout ce qui est collecte par l'économie sociale et solidaire. Ensuite, c'est mis en quarantaine. Ensuite, c'est délissé, c'est-à-dire qu'on va lever la barrette métallique. Et nous, ensuite, donc, on va les broyer, on va les repasser aux ultraviolets, aux UVC, pour bien les désinfecter. Et ensuite, on va les transformer en billes de matière. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est un process qui existe, qui est notre process, notre brevet. La problématique de ça, c'est comment en fait est-ce qu'on agglomère toutes ces matières différentes. C'est ça la difficulté. Voilà. Ouais. Et nous, comme on l'avait fait avec le textile, on a un peu réadapté pour le faire pour les masques, tout simplement. D'accord. Comment vous décontaminez les masques vous avez parlé de quarantaine, c'est vous qui vous en occupez, c'est une autre entreprise ? Alors voilà, donc nous, toute la partie collecte et préparation des masques dans le délissage est fait par l'économie sociale et solidaire. Donc on travaille par exemple sur Paris, on travaille avec une association qui s'appelle l'ANRH, Association nationale de réinsertion des handicapés. Donc eux, ils vont faire la collecte, mettre les masques en quarantaine pendant 7 jours. D'ailleurs, personne n'y touche. Donc là, on a l'ARS, les accords de l'ARS là-dessus pour justifier le fait. Et derrière, donc, on va nous les récupérer. Et une fois qu'on les aura récupérés, on va les broyer, on va les passer aux ultraviolets C, donc complètement désinfectant, et de manière à ce que la matière soit complètement sans microbes, sans virus, sans germes, sans rien du tout. Et qu'est-ce que ça devient après ? Ça devient ensuite, on va en faire des mini-billes, si vous voulez, de matière. Ça ressemble à des billes de polypropylène, sauf qu'elles n'ont pas du tout la même couleur, elles n'ont pas du tout même la même texture, puisqu'elles sont bleu foncé, et derrière, on pourra les injecter dans des presses à injection. Alors c'est là l'enjeu aussi, Dimitri Carbonel, c'est recycler, c'est-à-dire la réutilisation de la matière tirée des masques recyclés. Quoi. Oui, parce qu'il y a plusieurs points. Le premier point, quand on est vraiment dans des multimatériaux, c'est effectivement que ce qu'on en fait, quels sont les débouchés, parce que c'est très aussi compliqué de les recycler. Donc soit on crée une filière à part pour recycler justement ces produits multimatériaux. Aussi, en termes d'usage, il est nettement préférable de partir sur des usages à longue durée, plutôt que des usages qui sont à courte durée. Donc, par exemple, si on veut faire, je sais pas, d'autres objets à usage unique, c'est absurde d'utiliser de la matière recyclée multimatériaux. C'est-à-dire que, si je vous entends bien, il faut pouvoir recycler les objets qu'on va créer à partir des masques recyclés, c'est ça ? Il faut vraiment penser la chaîne de bout en bout, et ça comprend aussi bien sûr la partie collecte. Je prends un exemple très simple, imaginons un cintre. Eh bien, si par exemple vous faites des cintres à partir de multimatériaux, comme par exemple Plaque-Steel, soit vous avez la possibilité d'avoir un circuit complet pour récupérer les cintres dans des magasins, mais si vous ne l'avez pas prévu et que les gens commencent à s'amuser à mettre ça dans des bennes par exemple ou dans des poubelles jaunes, c'est une catastrophe parce que ça contamine votre poubelle jaune. Sauf si elle est évidemment triée, mais c'est de la complexité en plus. Donc il faut vraiment intégrer. Exactement, il faut l'intégrer vraiment de bout en bout. Donc ça suppose de penser une filière du recyclage des masques, d'après vous ? Alors, c'est très compliqué, la filière des masques. C'est long à mettre en place aussi. En fait, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a la première étape qui est collecter. Ensuite, collecter des masques, typiquement, si on commence à mettre des bornes partout, c'est compliqué. C'est ce que vous avez fait ? Vous avez installé des bornes dans chez des commerçants, chez des partenaires ? Complètement. Et par exemple, à Paris, on a installé une petite dizaine de bornes dans toutes les mairies d'arrondissement. D'accord. Donc tout le monde peut venir à la mairie d'arrondissement jeter ses masques. Vous auriez dû venir avec une borne, on l'aurait installée à Saint-Marc. Je vous en enverrai une. Si je veux bien envoyer. On est preneur. Mais ça prend qu'une petite partie du flux. Après, il faut le recycler, le transporter, le recycler. Et après, derrière, il faut trouver des débouchés
à ce plastique. Et là encore, il faut regarder ça de bout en bout, parce que si vous avez de la matière recyclée, par exemple du Plaxtil, et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est un petit peu gênant. Vous avez recyclé pour rien, quoi. Et il faut avoir un modèle économique en plus derrière. Est-ce que vous ne faites pas de Plaxtil à partir des masques recyclés, si j'ai bien compris? C'est une autre matière, quoi. C'est un autre matériau. Oui, ça s'appelle Plaxtil. Ça s'appelle du c'est votre Plaxtil. marque. En fait, on a différents types de Plaxtil, exactement. Mais ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Hein. Et nous, ce qui nous impacte vraiment, c'est le fait d'avoir une boucle, mais pratiquement infinie. C'est-à-dire que la matière qu'on fait, elle est recyclable, évidemment. Donc on part d'un déchet qui est un déchet ultime, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas recyclable. On le transforme en matière recyclable. Et les objets qu'on fait, ils sont effectivement durables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour vocation à être jetés après la première utilisation. Et derrière, on met en place des chaînes fermées pour leur recyclage. Il y a déjà quel type d'objets, par exemple, ont été produits à partir de finalement des masques recyclés? Alors avec les masques recyclés, un des objets qui marche bien en ce moment, c'est le kit d'écolier. C'est-à-dire qu'on va faire des règles, des équerres, des rapporteurs qui vont revenir. Alors là, on est aussi en boucle circulaire, c'est-à-dire que le déchet revient recyclé au point de départ, c'est-à-dire à la commune chez qui on a récupéré les déchets. Et donc, par exemple, dans quelques mois, les petits écoliers de Paris auront des kits en Plaxtil pour faire de la géométrie dans les écoles primaires ou dans les collèges. À partir des masques qui ont été récupérés à Paris. Exactement. Vous sourcez la matière première. Est-ce que vous avez dû embaucher? Parce qu'il y a ce que vous produisiez auparavant et qui continuait, j'imagine, de tourner, quoi. Bien sûr. Alors, on a embauché, on continue d'embaucher. On a embauché chez Plaxtil, on a embauché également dans les ESS, dans l'entreprise d'économie sociale et solidaire avec qui on est partenaire. On estime à peu près l'équivalent 60 000 masques recyclés. C'est un équivalent de temps plein pour une entreprise d'insertion. Donc aujourd'hui, on est pratiquement à 5 millions de masques recyclés. Donc vous voyez, il y a quand même quelques embauches qui ont été faites à ce niveau-là. Voilà, il faut toujours trouver des bonnes nouvelles là où elles sont. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, l'anti-gaspi au programme. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Fabien Gastou, le cofondateur de Bisque. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Bisque, c'est quoi? Vous l'avez créé quand? Bisque, ça a été créé en 2019. Et donc notre sujet, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. D'accord. Voilà. Et notre métier, on va aller acheter directement chez les producteurs les produits qu'on qualifie, nous, d'hors normes, pour les revendre à de la restauration collective, à des chefs cuisiniers. Ah oui, donc vous faites le lien entre des producteurs, des chefs cuisiniers, et puis ensuite ceux qui consomment. Restauration collective, ça peut être dans des entreprises, dans des administrations. On travaille aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture, des Finances, des lycées, des collèges, des résidences seniors, des EHPAD, l'armée. Voilà, aujourd'hui, la restauration collective fait partie de notre quotidien. Qu'est-ce que vous appelez des fruits ou des légumes hors normes? C'est des produits qui sont top, qui sont consommables. Mais qui ont une sale tronche? Qui peuvent avoir une sale tronche. Selon les critères de la grande distribution, voilà, de la consommation depuis des années. Classique, effectivement. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, ces produits-là, c'est quoi? C'est des histoires d'aspect, de forme, de poids. Des défauts souvent minimes qui sont identifiés par le producteur. Et nous, aujourd'hui, on va dire au producteur, mais conditionne-moi ces produits et je vais te les acheter. Donc je vais améliorer aussi tes revenus et je vais les revendre à des chefs engagés qui, eux, vont les cuisiner. Et je vais apporter ça avec de la communication pour mettre en avant la démarche et offrir aussi à un convive une possibilité de s'engager en choisissant son assiette le midi. Voilà. Oui, parce que ces fruits et légumes, ces produits hors normes, comme vous dites, ils ont toutes leurs qualités gustatives, nutritives, ils n'ont rien perdu, quoi. C'est ça. C'est quoi le gaspillage alimentaire? Ça représente quoi aujourd'hui en France, pour faire le constat rapidement? En France, le constat, c'est 10 millions de tonnes. Voilà, qui sont produits, d'aliments produits et écartés et jetés, très mal valorisés. Oui, sur ces 10 millions de tonnes, il y a quoi? Un tiers peut-être qui revient aux consommateurs, on va dire, mais les 2 tiers restants, c'est la production, la transformation? Souvent, ce qu'on ignore, parce qu'on n'est pas de ce milieu-là, de l'agroalimentaire ou de la production, c'est que plus de la moitié du gaspillage alimentaire est généré sur l'amont. C'est 53%. Et donc 5,3 millions de tonnes. Oui, c'est énorme. Vous réglez la partie production. Enfin, un peu de la partie production. Le côté malin et le côté novateur de notre activité, c'est d'avoir créé un modèle B2B. Voilà, ce fameux pont entre d'un côté des producteurs qui ont des légumes, entre guillemets, biscornus, et de l'autre côté, des chefs qui n'ont aucun souci pour travailler une carotte qui est un peu tordue, pour en faire une carotte râpée. Et je peux même prendre un autre exemple. Un osso irati, si la croûte est fissurée, ça redevient une tome de brebis.
Mais si elle est râpée pour faire un risotto, ça devient magique. Ah oui, Voilà, parce tout que simplement. Un risotto à la tome de Soirati, ça peut être très très bon. Il y a top, combien de ouais. chefs qui vous accompagnent? Aujourd'hui, on a une quarantaine de chefs voilà, qui soutiennent notre démarche sur l'Île-de-France. On en a à peu près aussi une quarantaine sur la région Rhône-Alpes et une trentaine sur la région bordelaise. Donc vous avez compris qu'on a 3 aujourd'hui plateformes logistiques qui nous permettent de réceptionner nos produits, de les stocker, de préparer nos commandes et de faire la livraison. Donc on offre aujourd'hui une solution clé en main pour les restaurateurs, pour les chefs cuisiniers. Oui, et puis ce que j'entends de votre démonstration, c'est que, évidemment, enfin ça va mieux en le disant, mais vous privilégiez les circuits courts. Exactement. On achète directement au producteur. Donc on va aller acheter un cookie qui a cuit trop près un peu de la plaque et qui est puron, qui est carré. Et le chef, lui, va pouvoir faire du topping, par exemple, le mettre sur une crème glacée ou en faire un crumble. Mais alors attendez, parce que moi je découvre des cookies, j'aurais pas imaginé. Moi je pensais fruits, légumes uniquement. Exactement. Donc Mais chez Bisque, c'est une offre. Quel type de produit alors? Chez Bisque, c'est tout. Voilà. Il y a toujours une raison pour un producteur ou un transformateur d'écarter un produit, parce qu'il y a des exigences commerciales, il y a des réalités techniques aussi qui sont imposées par les circuits, par les process de production. Et c'est de là qu'est parti mon constat, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire, et derrière qui impose aux producteurs d'écarter ces produits. L'hiver dernier, je rencontre Jules, qui est un fromager en Haute-Savoie, qui fait des tomes de brebis, des fromages à raclette au lait cru. Et pour le vendre en GMS, pour faire du fromage à raclette, on le veut en petites tranchettes. Et ben ça lui impose en fait sur la tome d'enlever le cœur de cette meule pour éviter la pointe. Moi je leur achète ce cœur-là qui avant était jeté. Et on va l'amener à des chefs qui vont le tailler en cubes pour le mettre soit sur un gratin ou le rouler dans une panure et en faire un chromeski par exemple. Voilà. Et le servir dans une résidence senior ou à des jeunes. Donc on a un AOP, un produit qui est top qualité, gustativement, et on va pouvoir en faire profiter le convive. Est-ce que ça rend vos assiettes plus chères? Pas du tout. Pas du tout. L'intérêt pour tout le monde, c'est de valoriser le produit, c'est de préserver nos ressources. Donc c'est le côté environnemental de la réduction du gaspillage alimentaire, de réduire l'impact carbone de notre alimentation, décarboniser notre façon de s'alimenter. Et puis c'est derrière le smile que vous avez quand vous dites au producteur, je t'ai trouvé ton produit que tu savais pas qu'en faire, je te l'achète aujourd'hui. Donc ça vient améliorer tes revenus. Et puis de l'autre côté, on a des chefs. Ça renforce la volonté de se cuisiner, ce côté de faire plaisir à son convive. C'est vraiment une démarche vertueuse et dans une économie circulaire. C'est ce qui était devenu un déchet pour l'un est devenu un super produit pour l'autre. Quelle belle idée. Merci beaucoup. Bravo Fabien Gastou. Pour les entreprises, les institutions qui ne sont pas encore clientes, vous pouvez y aller. Je trouve que l'idée est géniale. Bon vent à Bisque. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, 9h midi, 20h30 sur Bismart. C'est la chaîne des audacieuses et les audacieux.